Le couteau trancha l'air comme une lame de destin, effleurant à peine la peau tendre du poignet d'Anaïs, qui recula d'un bond, le cœur battant la chamade dans le silence oppressant de la ruelle pavée de Barcelone. « Tu crois que c'est facile, Alice ?» murmura-t-elle d'une voix brisée, les yeux rivés sur la femme qu'elle aimait, dont le regard bleu océan se noyait dans un tourbillon de regrets et de fureur. Derrière elle, la façade de la boulangerie El Pan de Oro se dressait comme un fantôme accusateur, ses volets fermés claquant doucement au vent salé de la Méditerranée, tandis que le sang invisible de leur amour saignait déjà sur les pavés irréguliers. Anaïs n'avait jamais imaginé que son monde s'effondrerait sur une simple miche de pain encore chaude, imprégnée de l'odeur de la trahison. À 32 ans, avec ses mains calleuses marquées par des années à pétrir la pâte sous les lumières tamisées des fours ancestraux, elle avait bâti sa vie autour de cette boulangerie nichée au cœur du quartier gothique de Barcelone. El Pan de Oro n'était pas seulement un commerce, c'était un sanctuaire où le levain montait comme des souvenirs, où les croissants dorés chuchotaient des secrets aux premiers rayons du soleil filtrant à travers les vitraux craquelés. Anaïs, avec sa silhouette athlétique taillée par les levers matinaux et ses cheveux châtains coupés courts pour ne pas s'emmêler dans la farine, incarnait l'âme de cet endroit. Elle était la boulangère, la gardienne des traditions catalanes revisitées avec une touche de folie française héritée de sa grand-mère provençale, qui lui avait appris à infuser les baguettes d'herbe de la garrigue. Mais ce matin-là, alors que la ville s'éveillait dans un concert de klaxons et de cris de mouettes, tout bascula. Le propriétaire, un homme bedonnant nommé Don Raphaël, aux moustaches jaunies par des décennies de cigares cubains, l'avait convoqué dans l'arrière-boutique. L'air était lourd d'odeur de sucre brûlé et de tension. « Anaïs, ma fille » avait-il commencé d'une voix mielleuse qui cachait mal son venin. « J'ai entendu des rumeurs. Des indiscrétions. Tu sais, dans un quartier comme celui-ci, la réputation est tout. Et puis, il y a cette amie, Alice, qui traîne un peu trop souvent. Les clients parlent. » Anaïs avait senti son estomac se nouer comme une pâte mal levée. Alice. Ça Alice. Avec ses 28 ans rayonnants. Ses boucles noires qui dansaient comme des vagues sous le vent de la Rambla. Et ses yeux qui promettaient des nuits étoilées sur les toits de la Sagrada Familia. Elles s'étaient rencontrées 2 ans plus tôt, lors d'une fête foraine au parc Güell, où Alice, graphiste freelance aux doigts tachés d'encre et au rire contagieux, avait renversé un cornet de churros sur la chemise d'Anaïs. « Pardon ? Je suis un désastre ambulant ?» avait-elle ri, essuyant la tache avec une serviette froissée. Anaïs, d'habitude si réservée, avait rougi comme une tomate mûre sous le soleil andalou. Depuis, leur amour avait fleuri en secret, dans les recoins ombragés des ruelles, sous les arches gothiques où les ombres se prêtaient à des baisers volés. Pourtant, Don Raphaël n'en démordait pas. C'est contre nos valeurs, Anaïs. Contre la morale de cette ville pieuse. Si les commérages se propagent, adieu les familles bourgeoises qui achètent nos ensaïmadas le dimanche. Tu es licencié. Nettoie ton casier et pars. Les mots avaient claqué comme un fouet. Et Anaïs, les poings serrés sur son tablier blanc, n'avait rien dit. Rien. Elle avait juste hoché la tête, ramassé ses affaires, un vieux tablier brodé aux initiales de sa grand-mère. Une photo froissée d'Alice endormie sur son épaule et était sortie dans la lumière crue du matin. Le cœur en miettes. Les jours suivants furent un brouillard de douleur. Barcelone, avec ses mosaïques éclatantes et ses fontaines murmurantes, se muait en une prison dorée.
Anaïs errait le long de la mer, les pieds nus dans le sable de la Barceloneta, écoutant les vagues qui semblaient lui murmurer des reproches. Comment avait-elle pu être si naïve? Elle, qui connaissait par cœur les recettes de pain aux figues et aux amandes, ignorait les lois invisibles de la société catalane, encore imprégnée de relents conservateurs malgré les vents de liberté qui soufflaient de Madrid. Alice, de son côté, bouillonnait de rage. Installée dans un petit appartement aux murs couverts de croquis abstraits des portraits d'Anaïs où ses traits se fondaient dans des motifs de tourbillons de farine, elle passait ses nuits à griffonner des lettres qu'elle ne postait jamais. Mon amour, nous allons nous battre, écrivait-elle. Mais les mots restaient coincés dans un tiroir, prisonniers de sa peur de blesser davantage Anaïs. C'est alors que le conflit s'enracina plus profondément. Un soir, alors qu'Anaïs rentrait d'une journée de recherche vaine des boulangeries concurrentes qui la regardaient de travers, sentant l'odeur de scandale sur elle, elle trouva Alice en larmes devant la télévision. Les infos locales diffusaient un reportage sur El Pan de Oro, dont Raphaël, sourire carnassier aux lèvres, vantait la purification de son établissement. Nous restons une maison de famille traditionnelle, déclarait-il. Tandis qu'en fond, des clients anonymes hochaient la tête avec une approbation muette. Pire encore, une silhouette floue, une ancienne collègue jalouse, murmurait à la caméra, Anaïs et cette Alice. C'était contre nature. La boulangerie en a souffert. Alice se tourna vers Anaïs, les yeux rougis. Il nous déshumanise, comme si notre amour était une maladie contagieuse. Anaïs, épuisée, s'effondra à ses côtés sur le canapé usé. Leurs mains se trouvèrent dans l'obscurité, et pour la première fois depuis le licenciement, elles pleurèrent ensemble. Ce fut un moment de vulnérabilité pure, où les corps se mêlèrent dans une étreinte qui transcendait les mots. Anaïs murmura contre la peau salée du cou d'Alice, « Je ne te laisserai pas tomber. » Jamais. Mais au fond d'elle, une graine de doute germait. Et si leur amour était vraiment maudit? Et si Barcelone, avec ses beautés envoûtantes, refusait de les accueillir? Les semaines s'écoulèrent comme un vin aigre. Et le conflit s'intensifia. Anaïs, refusant l'inaction, se lança dans une quête obsessionnelle, économiser chaque centime de ses petits jobs serveuse dans un café du Born, où les touristes anglais la draguaient sans savoir sa peine. Elle cachait ses larmes derrière un sourire forcé, servant des cafés qu'on léchait avec des mains qui tremblaient encore du souvenir des fours. Alice, elle, canalisait sa colère dans son art, des affiches anonymes placardées la nuit sur les murs de la ville, des silhouettes enlacées sous des motifs de pain brisé, avec des slogans en catalan, la mort no es un pecat, sino un peadols. L'amour n'est pas un péché, mais un pain doux. Mais ces actes de rébellion les exposaient davantage, attirant les regards hostiles des voisins, les murmures dans les marchés bondés de la Boqueria. Un soir d'orage, alors que la pluie martelait les tuiles rouges des toits, le premier vrai clash éclata. Alice, trempée jusqu'aux os après avoir placardé une nouvelle affiche près d'El Pan de Oro, rentra en trombe. « Regarde ça » s'exclama-t-elle, brandissant un journal froissé. Un article en première page, scandale à la boulangerie, l'ex-boulangère lesbienne sème le chaos. Dont Raphaël accusait ouvertement Anaïs de sabotage, inventant des histoires de pains empoisonnés, une calomnie pure, mais qui rongeait comme de la moisissure. Anaïs, les veines gonflées de fureur, arracha le journal et le déchira en 1000 morceaux. Tu crois que tes affiches vont changer quoi? Tu nous mets en danger.
Les gens nous haïssent déjà. Alice. Et si on nous chasse de la ville? Les mots blessèrent comme des éclats de verre. Alice recula. Le visage pâle. Et toi? Tu veux juste te cacher? Oublier qui on est? Notre amour n'est pas une honte? Anaïs. La dispute s'enflamma. Des reproches fusant comme des éclairs, Anaïs accusait Alice d'idéalisme naïf. Alice reprochait à Anaïs sa résignation passive. Elles se séparèrent cette nuit-là, dormant dans des lits froids. Le tonnerre dehors faisant écho à leur tempête intérieure. Pourtant, au petit matin, quand Anaïs se réveilla avec les yeux bouffis, elle trouva une miche de pain frais sur la table achetée par Alice chez un concurrent. Encore tiède. Un geste muet de pardon. Un rappel que leur lien, forgé dans la pâte et le feu, ne se briserait pas si facilement. Mais la trahison guettait, tapie dans l'ombre. Anaïs, dans sa quête de rédemption, avait contacté un vieil ami d'enfance, un notaire discret nommé Ravière, pour explorer une idée folle, racheter El Pan de Oro. Elle avait économisé en secret, vendant même la broche en or de sa grand-mère, un talisman provençal gravé d'une marguerite. Ravière, avec son accent andalou chantant, l'avait mise en garde, dont Raphaël ne vendra pas à une comme toi. Il préférera brûler l'endroit. Pourtant, Anaïs persistait, s'énuyantait par des rêves où elle reprenait les rênes, transformant la boulangerie en un havre pour les âmes perdues comme la sienne. Alice, ignorant tout, sombrait dans le doute. Un après-midi, lors d'une exposition de ses dessins dans une galerie du Raval, elle rencontra une femme nommée Sophia, une critique d'art aux cheveux roux flamboyants et au sourire carnassier. Sophia l'écouta, compatissante, partageait son chagrin. L'amour vrai ne se cache pas. Ma chérie, murmura-t-elle, posant une main sur l'épaule d'Alice. Ce contact, innocent en surface, planta la graine d'une tentation. Alice, blessée par la dispute, se surprit à répondre à l'invitation de Sophia pour un verre. Juste un verre, se dit-elle. Mais au fond, c'était le début d'une fissure, un murmure de trahison qui menaçait de tout engloutir. Tandis que les ombres s'allongeaient sur les ruelles étroites du Bari gothique, Alice franchit le seuil du bar La Luna Rora, un antre bohème aux murs tapissés de vinyles craquelés et de lampes tamisées qui diffusaient une lueur rougeoyante comme un cœur battant. Sophia l'attendait déjà, un verre de vermouth à la main, son regard perçant fouillant l'âme d'Alice comme si elle cherchait à dénouer les nœuds d'un amour trop serré. « Tu as l'air d'une tempête en bouteille ?» dit Sophia d'une voix suave, teinte d'un accent madrilène qui roulait comme des castagnettes. Alice s'assit, les jambes flageolantes. Et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit vue non pas comme une moitié brisée d'un couple maudit, mais comme une artiste entière, vibrante. Dehors, la pluie avait cessé, laissant place à une humidité lourde qui collait les vêtements à la peau, rappelant à Anaïs, seule dans leur appartement, le poids de ses secrets. Elle avait passé la journée à feuilleter d'anciens livres de recettes, ceux de sa grand-mère avec des annotations en provençal, l'amour est comme la levure, il faut du temps pour qu'il fasse lever le cœur. Mais ce soir-là, les mots dansaient devant ses yeux sans sens. Elle repensait à don Raphaël, à son rictus de faux dévot, et à la façon dont il avait osé juger son amour pour Alice. Leur relation, si pure dans ces silences partagés ces matins où Alice dessinait pendant qu'Anaïs pétrissait, leur rire mêlé à l'odeur du pain grillé, était devenu un crime aux yeux du monde.
Anaïs serra les poings, se jurant de reconquérir ce qui lui appartenait, non seulement la boulangerie, mais leur dignité. Le lendemain, une lettre arriva à un courrier officiel, cacheté d'un sceau rouge sang. Anaïs l'ouvrit d'une main tremblante, c'était une mise en demeure de don Raphaël. Il l'accusait de diffamation, citant les affiches d'Alice comme preuve d'un complot. Vous et votre compagne avez sali l'honneur d'Elpan de Oro. Payez ou affrontez la cour. Le montant réclamé était exorbitant, une somme qui engloutirait ses maigres économies. Anaïs sentit la panique l'envahir comme une vague froide. Elle courut chez Ravière, le trouvant dans son bureau encombré de parchemins jaunis et d'odeurs de vieux cuir. Il faut accélérer l'achat, implora-t-elle. Ravière, ajustant ses lunettes rondes, secoua la tête. C'est risqué, Anaïs. Mais j'ai un contact. Une investisseuse anonyme qui pourrait prêter. À condition que tu gardes le silence total. Pas un mot à quiconque. Surtout pas à Alice. Le secret s'alourdit comme une pâte trop enrichie en beurre, menaçant de tout faire crouler. Anaïs accepta, signant des papiers dans la pénombre, son cœur cognant contre ses côtes. Elle imaginait déjà les nouveaux fours ronronnants, les vitrines remplies de pain aux graines de sésame et de tartes aux pommes du Roussillon. Un espace où les amours comme le leur pourraient s'épanouir sans jugement. Mais ce soir-là, quand Alice rentra, les lèvres encore rosies par le vermouth et le rire forcé de sa soirée avec Sophia, Anaïs sentit une barrière invisible se dresser entre elles. « Où étais-tu » demanda-t-elle doucement, feignant l'indifférence. Alice hésita. Un éclat de culpabilité dans les yeux. Juste une expo. Rien d'important. Le mensonge flotta comme une fumée âcre. Et Anaïs, blessée, se contenta d'un hochement de tête. Les jours suivants furent une danse délicate sur le fil du rasoir. Alice, tourmentée par son attirance naissante pour Sophia, cette femme qui l'écoutait sans pitié, qui la touchait du regard comme Anaïs ne l'avait plus fait depuis la dispute, multipliait les excuses pour s'éloigner. Elle dessinait furieusement. Des croquis où des figures féminines s'entremêlaient dans des motifs de vagues et de flammes, symbole d'un désir inavoué. Sophia l'invitait à des vernissages, des dîners tardifs dans des bodegas du Peuple sec, où le vin coulait comme des confessions. « Tu mérites mieux qu'une vie en cachette » murmurait Sophia, sa main effleurant celle d'Alice sous la table. Et Alice, le cœur déchiré, ne retirait pas sa main. Anaïs, de son côté, s'enfonçait dans sa mission. Avec l'aide de l'investisseuse, une femme mystérieuse nommée Madame Leclerc, une Française expatriée à Barcelone, aux cheveux argentés et au sourire énigmatique, elle négociait en sous-main. Madame Leclerc, qui avait fui Paris après un scandale similaire dans les années 80, voyait en Anaïs un miroir de sa propre jeunesse. Le silence est notre arme, ma chère, lui dit-elle un après-midi dans un café discret du Exemple, entouré de l'odeur de churros frits. Racheter sans bruit et transformer cet endroit en un monument à notre liberté. Anaïs hocha la tête, mais le poids du secret l'arrangeait. Elle rentrait tard, prétextant des entretiens d'embauche, et trouvait Alice distante, les yeux perdus dans son téléphone. Le conflit culmina lors d'une fête de quartier, la Festa Major de Gracia, où les rues se paraient de guirlandes lumineuses et de sculptures éphémères faites de papier mâché. Anaïs et Alice s'y rendirent, main dans la main pour la forme, mais le cœur ailleurs.
La musique des sardanes catalanes emplissait l'air. Un cercle humain où les corps tourbillonnaient en harmonie. Mais au milieu de la foule, Alice aperçut Sophia, adossée à un lampadaire, un verre de cava à la main. Leurs regards se croisèrent, et un courant électrique traversa Alice, la faisant frissonner. Anaïs, sentant la tension, serra sa main plus fort. « Danse avec moi » murmura-t-elle, tirant Alice dans le cercle. Pour un instant, ce fut magique, leur corps se mouvant au rythme ancestral. Les rires fusant malgré tout. Les lumières dansant sur leurs visages comme des promesses renaissantes. Anaïs se pencha. Effleura les lèvres d'Alice d'un baiser chaste mais chargé d'urgence. « Je t'aime. Plus que tout. » souffla-t-elle. Alice, les larmes aux yeux, répondit, « Moi aussi. Pardonne-moi. » Mais quand elles se séparèrent, Sophia s'approcha. Un sourire ambigu aux lèvres. Magnifique performance. Les filles, dit-elle, sa voix tranchante comme un couperet. Anaïs, sentant le piège, se raidit. Alice bafouilla une excuse et entraîna Anaïs loin. Mais le mal était fait. La graine de jalousie avait germé. Cette nuit-là, de retour à l'appartement, la vérité éclata comme un four surchauffé. Alice, ivre de cava et de remords, avoua, « J'ai vu Sophia. Plusieurs fois. Ce n'est rien. Juste. De la compagnie. Tu es si distante. » Anaïs. Les mots frappèrent Anaïs comme un coup de poing. Distante ? Je me bats pour nous. Pour reprendre ce qui nous a été volé. Et toi ? Tu trahis ça avec une inconnue ? Hurla-t-elle. Les larmes coulant enfin. Alice recula, horrifiée par sa propre confession. Trahir ? C'est toi qui me caches tout. Tes entretiens. Tes silences. On s'éloigne. Anaïs. La dispute fit rage. Des objets volant, un vase catalan brisé en 1000 éclats. Symbole de leur amour fracturé. Anaïs, dans un élan de désespoir, révéla tout, le rachat, l'investisseuse, le plan pour reconquérir El Pan de Oro. Alice, stupéfaite, s'effondra à genoux. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? On est une équipe. Anaïs, le cœur en lambeaux, murmura, parce que j'avais peur de te perdre. Elles s'enlacèrent au milieu des débris, pleurant jusqu'à l'aube. Mais la trahison avait laissé une cicatrice béante. Sophia n'était qu'un symptôme, le vrai poison était le doute. Ce serpent qui s'enroulait autour de leur lien. Pourtant, dans cette vulnérabilité, une flamme romantique renaquit. Anaïs et Alice passèrent les jours suivants à se reconstruire. Des promenades main dans la main le long de la plage de Nova Icaria, où les vagues léchaient leurs pieds nus. Alice jura de rompre tout contact avec Sophia. Et Anaïs promit la transparence. Elles firent l'amour pour la première fois depuis des semaines. Un acte lent et tendre. Leur corps se redécouvrant sous les draps froissés, imprégné de l'odeur de sel marin. « Tu es mon pain quotidien » murmura Alice, traçant des motifs sur la peau d'Anaïs. « Et toi ? Ma levure éternelle » répondit-elle, riant à travers les larmes. Mais le destin, capricieux comme une brise méditerranéenne, réservait encore des épreuves. Ravière appela un soir, l'offre d'achat était acceptée, dont Raphaël, acculé par des dettes cachées,
Cédait sans savoir à qui. Demain. On signe. Annonça-t-il. Anaïs, le cœur gonflé d'espoir, se tourna vers Alice. C'est notre victoire. Ensemble. Alice sourit. Mais au fond d'elle, un appel manqué de Sophia vibrait encore dans sa poche. Un rappel tentateur de la faiblesse humaine. Le soleil se levait sur Barcelone comme un amant jaloux, jetant des rayons obliques sur la Plaza Royale où Anaïs et Alice s'étaient donné rendez-vous avec Javier pour la signature finale. L'air vibrait encore des échos de la nuit précédente. Une nuit où leurs corps s'étaient réconciliés dans une danse fiévreuse, effaçant temporairement les ombres de la trahison. Anaïs, vêtue d'une robe simple en lin blanc saupoudrée de farine imaginaire, serrait la main d'Alice comme un talisman. Alice, ses boucles noires retenues par un foulard coloré inspiré de Gaudí, arborait un sourire timide, mais ses yeux trahissaient une tempête intérieure. Sophia avait laissé un message vocal la veille, réfléchi. Alice, tu mérites la liberté. Pas les chaînes d'un amour qui te cache. Les mots résonnaient comme un poison lent, érodant la joie naissante. Javier arriva. Dossier sous le bras. Son visage buriné par des années de tractation louche éclairé d'un enthousiasme rare. C'est fait. Mesdames. Don Raphaël a signé sans un mot. Il pense vendre à un consortium anonyme. Madame Leclerc a couvert les fonds. Bienvenue. Propriétaire d'El Pan de Oro. Anaïs sentit une vague de triomphe l'envahir. Ses yeux s'embuant. Elle serra Alice contre elle, ignorant les regards curieux des passants autour de la fontaine des Trois Grâces. C'est à nous. Mon amour. On va le transformer en un lieu où l'amour n'est pas un crime. Alice hocha la tête. Mais son étreinte était tiède. Son esprit vagabondant vers l'inconnu qui lui offrait une échappatoire. La nouvelle se répandit comme une rumeur de pain frais dans le quartier. Les anciens clients, mélange de familles catalanes traditionnalistes et d'artistes bohèmes du gothique, murmuraient dans les queues des marchés. Certains applaudissaient en secret une vieille voisine, Doña Carmen, aux rides comme des sillons de vigne, glissa à Anaïs, bravo, fille. Le pain a besoin de cœur pour lever. D'autres, empoisonnés par les ragots de Don Raphaël, boycottaient déjà. Mais Anaïs, galvanisée, se lança dans les travaux avec une ferveur quasi mystique. Avec l'aide d'Alice, qui mit ses talents graphiques au service de la Renaissance concevant un logo où deux épis de blé s'entrelacent comme des doigts amoureux. Elles repeignirent les murs en un ocre chaleureux, rappelant les couchers de soleil sur la Costa Brava. Les premiers jours d'ouverture furent un tourbillon de joie et de chaos. Anaïs, de retour derrière les fours, pétrissait avec une ardeur nouvelle, infusant les pains de lavande provençale et d'olive noire de Catalogne. Alice gérait la caisse, ses sourires illuminant la salle comme des mosaïques de Miro. Elles offraient des croissants gratuits aux couples du quartier. Un geste symbolique qui fit jaser, regardez-les. Ces deux-là, elles transforment le pain en déclaration d'amour. Les médias locaux s'emparèrent de l'histoire. Un article dans l'Avant-Gardia titrait « La boulangère revenue des cendres, un triomphe pour l'amour libre ». Anaïs et Alice posèrent pour une photo, main dans la main, leurs regards défiant l'objectif avec une tendresse farouche. Pourtant, sous cette façade idyllique, la trahison couvait. Sophia, refusant l'oubli, harcelait Alice par message, des photos suggestives de voyage à Ibiza. Des mots doux qui promettaient une vie sans chaîne. Viens avec moi. Laisse cette routine, écrivait-elle.
Alice supprimait les textos. Mais chaque vibration était une piqûre, ravivant le doute. Une nuit. Alors qu'Anaïs dormait épuisée après une journée de 14 heures, Alice se glissa hors du lit et sortit fumer sur le balcon étroit, surplombant les lumières clignotantes de la Rambla. Le téléphone sonna Sofia. « Je ne peux pas, » murmura Alice. Mais sa voix tremblait d'un désir traître. « Juste une dernière fois. » Pour clore, insista Sofia. Contre toute raison, Alice accepta un rendez-vous, amical, dans un bar du Born, se convainquant que c'était pour rompre définitivement. Le lendemain, le ciel s'assombrit comme un présage. Don Raphaël, amer d'avoir été dupé, lança une contre-attaque vicieuse, des rumeurs selon lesquelles Anaïs avait empoisonné les pains lors de son « sabotage ». Des clients se plaignirent de maux d'estomac faux. Bien sûr. Mais la panique se propagea comme une épidémie. La boulangerie se vida. Les files d'attente se muant en désert. Anaïs, confrontée à un inspecteur sanitaire aux airs inquisiteurs. Tin bon, c'est de la calomnie pure. Testez tout. Mais intérieurement, elle craquait. Pourquoi maintenant, se lamenta-t-elle auprès d'Alice, effondrée sur le comptoir taché de farine. Alice, rongée par la culpabilité, la serra dans ses bras. On va s'en sortir. Ensemble. Mais le climax survint ce soir-là, sous un ciel d'orage qui déversait des trombes d'eau sur Barcelone. Alice, après avoir fermé la boulangerie, se rendit au rendez-vous avec Sofia, prétextant une course chez le fournisseur. Le bar El Beso Salado était un nid de murmures, avec ses murs couverts de photos sépia de couples enlacés ironie cruelle. Sofia l'attendait, plus belle que jamais dans une robe rouge sang, ses cheveux roux cascadant comme un feu follet. « Tu es venue ?» sourit-elle, tirant Alice dans un coin sombre. Les mots coulèrent. D'abord innocents, puis chargés, Sofia raconta ses propres blessures. Un amour perdu à cause de la société. Et soudain, ses lèvres se posèrent sur celles d'Alice. Un baiser volé, brûlant, qui dura une éternité de trahison. Alice s'arracha, le cœur en feu. Non. J'aime Anaïs. Mais le mal était fait, Sofia ricana doucement, vraiment ? Ou est-ce de la pitié ? Tremblante, Alice s'enfuit sous la pluie, courant à travers les ruelles luisantes, les larmes se mêlant à l'eau qui ruisselait sur son visage. Elle rentra chez elle, trempée, pour trouver Anaïs en train de téléphoner à Ravière. Les tests étaient négatifs, mais les dégâts étaient immenses. 10 clients avaient porté plainte, inspirés par Don Raphaël. On est ruiné, murmura Anaïs, raccrochant. Puis, sentant l'odeur de tabac et de culpabilité sur Alice, elle se tourna. Où étais-tu vraiment ? La confrontation fut un ouragan. Alice, brisée, avoua tout, le baiser, les doutes, la tentation. Je me déteste. Anaïs, c'est toi que j'aime. Mais tout est si dur. Anaïs, le monde s'effondrant autour d'elle, hurla, tu m'as trahi. Au moment où je me bats pour nous. Elle frappa du poing le mur, le sang perlant légèrement un détail fugace. Vite essuyé. Alice s'effondra, suppliant, pardonne-moi. S'il te plaît. Mais Anaïs, le cœur pulvérisé, murmura, va-t'en.
Juste pour ce soir. J'ai besoin de respirer. Alice partit. Errant sous la pluie. Se réfugiant chez une amie artiste dans le Raval. Anaïs, seule dans la boulangerie vide, s'assit par terre, entourée de sacs de farine comme des fantômes accusateurs. Elle pleura jusqu'à l'épuisement, repensant à leur rencontre au parc Güell, à ces churros renversés qui avaient scellé leur destin. Était-ce la fin? Le lendemain, le quartier bruissait de solidarité inattendue. Doña Carmen organisa une pétition. Des clients fidèles revinrent avec des témoignages. Madame Leclerc appela, tenez bon. J'envoie plus de fonds. Mais pour Anaïs? Le vrai combat était intérieur, pouvait-elle pardonner? Leur amour? Si profond. Valait-il cette douleur? La nuit porta conseil? Ou du moins un semblant. Alice revint à l'aube. Les yeux cernés. Un bouquet de marguerites sauvages à la main, celle de la grand-mère d'Anaïs. Je romps avec tout. Sophia est du passé. Laisse-moi te prouver mon amour. Anaïs, épuisée, l'embrassa doucement. Un baiser salé de larmes. On essaie. Pour nous. Mais la cicatrice saignait encore. Et le haitrao n'était pas terminé, dont Raphaël, fou de rage, préparait un dernier coup bas. Les jours qui suivirent le baiser maudit furent une traversée du désert émotionnel, où chaque regard échangé entre Anaïs et Alice portait l'empreinte d'une fragilité nouvelle. Comme une croûte de pain trop fine, prête à se rompre au moindre effleurement. La boulangerie, malgré les tempêtes, renaissait peu à peu, les habitués fidèles, touchés par l'histoire des deux femmes, formaient des files d'attente modestes mais loyales, apportant des paniers de fruits de leur jardin, des mots d'encouragement griffonnés sur des serviettes en papier. Vous êtes le sel de cette ville, disait un vieux pêcheur de la Barceloneta, mâchant un bout de focaccia aux herbes. Anaïs, derrière son comptoir, hochait la tête avec gratitude, mais son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux verts, encore voilés par la trahison. Alice, déterminée à réparer, se jetait corps et âme dans la Renaissance. Elle peignait les murs de fresques subtiles des silhouettes anonymes partageant du pain sous un ciel étoilé, inspirée des nuits passées sur les toits de la Pedrera, et refusait tout contact avec Sophia, bloquant son numéro d'une main tremblante. Pourtant, les nuits étaient hantées, des cauchemars où elle revivait le baiser. Se réveillant en sueur pour trouver Anaïs tournée dos. Un mur invisible entre elles. Je t'aime, murmurait Alice dans l'obscurité. Et Anaïs, la voix rauque, répondait, prouve-le. Chaque jour. Leur intimité physique revint. Hésitante d'abord, puis ardente, comme un feu qu'on attise avec précaution. Ces moments étaient des odes au pardon, des caresses lentes sur la peau marquée par la farine, des murmures en français appris par Anaïs pour Alice, je suis tienne. Pour toujours. Transformant la chambre en un sanctuaire provençal au cœur de Barcelone. Mais don Raphaël, ce spectre du passé, n'avait pas dit son dernier mot. Un matin, alors que le soleil perçait les volets neufs d'El Pan de Oro, un huissier frappa à la porte. Papier en main. Il annonça, procédure d'éviction. Monsieur Raphaël conteste la vente pour vice de consentement. Il affirme avoir été trompé sur l'identité de l'acheteur. Le sol se déroba sous les pieds d'Anaïs. Madame Leclerc? Contactée d'urgence. Tempêta au téléphone, ce porc. J'ai des preuves irréfutables. Mais ça ira au tribunal.
Préparez-vous à un scandale. Alice, pâle comme un linge, serra la main d'Anaïs, on affronte ça ensemble. Plus de secrets. Le tribunal devint leur calvarie moderne. Une salle aux lambris sombres du palais de Justicia, où l'air sentait la cire et l'injustice. Don Raphaël, en costume froissé, dépeignit Anaïs comme une intrigante manipulatrice. Une déviée morale qui souille les traditions. Ses avocats défilèrent, citant des preuves fabriquées, des témoignages anonymes sur le mode de vie immoral d'Anaïs. La salle bruissait de jugement. Des journalistes notant chaque mot pour les tabloïds. Alice, assise au premier rang, serrait les poings jusqu'au sang, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Quand vint le tour d'Anaïs à la barre, elle parla d'une voix ferme. Imprégnée de la poésie française de sa grand-mère, El Pan de Oro n'est pas qu'un commerce. C'est un acte d'amour pour le pain, pour la ville, pour celle que j'aime. Licenciée pour qui je suis. Je l'ai reprise pour ce que nous sommes. Laissez-nous bâquer notre vérité. Les mots touchèrent le juge. Une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux perçants, qui avait elle-même connu les luttes des années post-Franco. Madame Leclerc témoigna. Sa voix parisienne tranchante comme une baguette, j'ai investi non pour l'argent, mais pour la justice. Ces femmes incarnent la résilience de l'Espagne moderne. Alice, appelée à la barre, livra un témoignage déchirant. Notre amour n'est pas un scandale, mais une force. J'ai failli le trahir, mais il m'a sauvée. Anaïs m'a sauvée. Ses larmes, sincères, firent taire les murmures. Don Raphaël, acculé, balbutia, son venin se muant en défaite. Le verdict tomba comme une pluie bienfaisante, la vente validée, les plaintes rejetées, et une amende pour Don Raphaël pour diffamation. La salle applaudit. Un tonnerre discret mais libérateur. Dehors, sous le ciel bleu azur, Anaïs et Alice s'enlacèrent, riant et pleurant à la fois, tandis que des curieux du quartier acclamaient. Victoire, cria Doña Carmen, brandissant une miche de pain comme un trophée. Ce soir-là, El Pan de Oro rouvrit en grand, avec une fête improvisée, musique de flamenco doux, vin de priorat, et des pains distribués gratis. Les couples du quartier hétéro, homo, tous se mêlèrent, partageant des histoires d'amour brisées et recollées. Pourtant, le dénouement n'était pas sans ombre. Alice, dans l'euphorie, confessa à Anaïs, j'ai revu Sofia une fois, après le verdict, pour lui dire adieu, face à face. Elle a compris. Anaïs, le cœur serré, inspira profondément. Alice sourit. Les yeux brillants, c'était libérateur. Mais c'est toi. Toujours toi. Elles s'embrassèrent sous les guirlandes lumineuses. Un baiser profond, chargé de la sagesse acquise dans la douleur. L'amour, comprirent-elles, n'était pas une ligne droite, mais un chemin sinueux, pavé de trahison et de pardon, comme les ruelles de Barcelone. Les mois passèrent, et El Pan de Oro devint un phare. Anaïs forma de jeunes apprentis, filles et garçons, leur enseignant non seulement les recettes, mais l'art de l'acceptation. Alice exposa ses dessins sur les murs, transformant la boulangerie en galerie vivante. Elles adoptèrent un chat errant, un rouquin nommé Levain, qui ronronnait entre les sacs de farine.
Leur relation, affinée par le feu, fleurit en une romance mature, des escapades à Sitges, plage arc-en-ciel, où elle dansait nue sous la lune, des dîners aux chandelles avec des tartes aux noix et des confessions chuchotées. Un an plus tard, lors d'une sunrise sur la plage, Anaïs mit un genou à terre, offrant non une bague, mais une petite baguette sculptée d'un cœur. Épouse-moi, Alice. Pas pour la loi, mais pour nous. Alice, riant à travers les larmes, accepta, oui. Ma boulangère. Pour toujours. Leur union, célébrée dans la boulangerie avec le quartier entier, fut un acte humaniste, un rappel que l'amour triomphe non par la force, mais par la persévérance, la vulnérabilité et le pardon. Et ainsi, dans le parfum éternel du pain frais, Anaïs et Alice écrivirent la suite de leur histoire, une saga de résilience, où la trahison n'était qu'un chapitre, et l'amour, le volume entier. Barcelone, témoin indifférente et tendre, continua de briller, ses lumières dansant comme des promesses sur la mer.